On va enchaîner avec un deuxième Rex. Je vous remercie d'accueillir Thibaut Bourdel, qui est directeur des opérations chez BIMTech, opérationnel chez BIMTech, et Marco Montano, qui est BIM coordinateur chez BIMTech. Au revoir Julien, qui avait une contrainte. Merci encore pour l'accueil. Merci de les accueillir. Alors, je vais aussi désinfecter la petite manette, hop, qui va être le manette manager. C'est Thibaut, merci. Alors, même principe. Quel projet? Pourquoi le BIM? Pourquoi le BIM sur ce projet? Ça commence à fatiguer, je pense, les piles. Non, c'est pas ça. Pourquoi le BIM sur ce projet? Et puis finalement, c'est la petite flèche du bas pour avancer. Ok? Voilà. La parole est à vous. Présentez-vous très rapidement, évidemment. Merci. Merci. Thibaut Bourdel. Donc moi, je suis directeur opérationnel au sein de BIMTech. Bonjour à tous, Marco Montano. Je suis BIM coordinateur chez BIMTech et je me suis occupé très près du projet dont on va vous parler tout de suite. Un petit mot sur BIMTech. BIMTech, donc, c'est une entreprise de BIM management. On est sur Nantes. On a été créé il y a 6 ans et on a la chance d'accompagner principalement les maîtrises d'ouvrage, les donneurs d'ordre. Alors on a EmoBIM sur les projets publics, en BIM management pour le maître d'ouvrage sur les projets privés, et du coup on a cette chance de coordonner les acteurs du projet autour de la maquette numérique. On voulait présenter ce retour d'expérience en montrant comment l'utilisation du BIM a permis d'être inclusif dans le cadre du projet. Et on espère que par les différentes approches qu'on va vous proposer, par la méthodologie qui a été mise en place, on va vous montrer un peu comment ça s'est développé. Le maître d'ouvrage, donc ICAD Promotion Pays de la Loire, souhaitait être présent, il a pas pu. Voilà, on le représente aussi par ce témoignage. Et Marco, tu vas nous présenter un peu le cadre de ce projet-là, les acteurs, et puis ensuite on va vous évoquer plus en détail la démarche. Très bien. Bien près sur le menton, merci. Ok, du coup le projet s'appelle la réalisation des 3 résidences libres, sociales et autonomes à Notre-Dame-de-Mont. Et les chiffres clés du projet, du coup, c'est un petit projet des 3 bâtiments, 81 logements, 50 places de parking et 4260 mètres carrés. Et on est actuellement en phase conception. Et on est en train de préparer les dossiers et construction l'année prochaine. Les secteurs importants, du coup, le maître de l'ouvrage, ICAD Promotion Pays de la Loire, et en équipe de maîtrise d'œuvre, l'architecte Imhotep, c'est une agence d'architecture bretonne. BET Structure, IBA Ingénierie, ils sont en Nantes, et le BET Fluide Solab est aussi en Nantes. Un projet bien du coin. Du coup, d'abord, je vais vous présenter un peu le processus BIM qu'on propose à nos clients chez BIMTech. D'abord, c'est une partie méthodologique. On vient analyser le projet, le maître d'ouvrage, pour analyser quels sont ses objectifs, les objectifs BIM du projet et du maître d'ouvrage. Et ensuite, on vient évaluer les niveaux BIM de chaque intervenant. Normalement, quand on arrive, les intervenants ils sont déjà choisis, mais on se rend compte que souvent, il y a des différents niveaux du BIM qu'on évalue. Et après, on peut mettre en place des moyens pour qu'ils puissent travailler ensemble et justement pouvoir atteindre les objectifs BIM du projet. Et après ça, du coup, on crée une convention BIM et une BEP, c'est les règles du projet. On définit comment on va collaborer, comment on va échanger et quelle codification on va utiliser dans les objets, dans la maquette, etc. Chaque projet doit faire l'objet d'une convention BIM, hein, logiquement. Chaque projet, c'est en fonction de chaque projet, voilà, combien des bâtiments il y a, combien d'intervenants il y a, parce que pas tous les intervenants sont toujours un BIM, en maquette numérique. On va aussi
quelle est la pédagogie qu'on doit utiliser pour justement accompagner les différents acteurs du projet. On passe ensuite à la partie production. Du coup, chaque intervenant produit ses maquettes, produit ses plans. Et ensuite, on passe à la partie collaboration. Du coup, là, après d'avoir accompagné les intervenants, on vient analyser leur modèle selon différents points. On vient piloter la collaboration. La plupart du temps, on utilise des plateformes collaboratives. On fait des revues de projets avec les différents intervenants et la maîtrise d'ouvrage. Et voilà, du coup, tout ça, on le fait avec des rapports, avec des annotations en format BCF. On va vous en parler tout de suite. Un petit détail sur les objectifs BIM de la maîtrise d'ouvrage. En fait, on intervient sur un projet en BIM, il y a un contexte. Le contexte, c'est déjà celui de l'organisation du donneur d'ordre. Il y a parfois des stratégies BIM qui sont mises en place, des chartes BIM. Et du coup, on va s'appuyer sur cette organisation pour en décliner des objectifs et des usages, des maquettes numériques pour le compte des acteurs du projet qui sont adaptés à leur niveau de maturité, comme on vient de vous le dire. Marco, peut-être un mot du coup sur la déclinaison opérationnelle en usage de la maquette numérique par rapport aux objectifs BIM du projet. Oui, du coup, pour ce projet en particulier, on a identifié quatre objectifs BIM qu'on a déclinés dans des usages. Le premier, c'était la conception 3D. D'abord, la modélisation des données existantes. On a modélisé le site existant, déjà pour avoir un socle numérique et avec les informations du géoréférencement du site, déjà pour pouvoir venir installer les bâtiments et pour avoir déjà les intersections entre les sites et les bâtiments. Et ensuite, il y a l'usage modélisation des données des conceptions, du coup, c'est les processus des conceptions architecturales et des bureaux d'études. Production des livrables 2D, du coup, ici de la maquette. Du coup, on voit qu'il y a déjà, ils veulent assurer une cohérence entre la maquette et les différents livrables 2D. Et ensuite, la gestion des conflits à travers des maquettes, du coup, la pré-synthèse technique en phase de conception. Un deuxième objectif, du coup, une aide à la décision. Du coup, à partir de la réalisation des analyses BIM, et déjà, le client il peut voir quel est l'état de sa maquette et on peut faire des extractions des données et que le client voudrait avoir. Et il peut avoir déjà un état de l'information qu'il y a dans ses actifs. Et un point important, c'était aussi le contrôle du programme. Du coup, on comparait vraiment le programme qui est actuellement dans la maquette avec celui que le client avait fait dans les étapes d'avant. Un troisième objectif, du coup, c'était la maîtrise des coûts à partir des analyses des coûts, à partir des extractions des données. Et le dernier, c'est communication de projet. Ça peut être la communication déjà technique entre les bureaux d'études et les architectes. Aussi la communication à l'extérieur. Et utilisation de la maquette pour faire des maquettes de vente, etc. On a vu que c'était à plusieurs reprises aujourd'hui un élément de médiation, de communication, d'échange. Voilà, et puis une déclinaison opérationnelle phase par phase de ces différents objectifs, en se disant, voilà, ce sont des objectifs qu'on va retrouver en amont du projet, parce que ça a du sens, et d'autres un peu plus tard. Premier point, on a vu pourquoi est-ce qu'on mettait en place le BIM, on a vu les objectifs et les usages. Un des éléments sur lesquels on voulait revenir pendant ce retour d'expérience, c'était de se dire comment on fait pour rendre une approche contextuelle. Si on veut être inclusif, certes, le BIM, ce n'est pas de la maquette numérique, c'est de la méthode, on en a parlé. Comment on fait en sorte pour se mettre au niveau de chacun? Et on en a parlé depuis le début de cet événement, le niveau de maturité des acteurs est très différent. Moi, j'aime beaucoup ce temps d'échange ensemble dans le bassin nantais, dans la région Bretagne, etc. C'est de se dire quelle est la maturité ici des entreprises qui font le tissu local. Et je trouve que alors on a cette maturité qui est différente entre les uns et les autres. Et donc, du coup, la stratégie BIM du projet, elle ne peut pas être la même en fonction des acteurs qu'on a en face. Donc, un premier point qu'on fait, après avoir défini la stratégie BIM du projet, c'est d'aller appeler chacun des interlocuteurs
du projet, maître d'œuvre en l'occurrence en conception, pour regarder leur expérience en BIM. Est-ce que c'est votre premier projet? Quelles sont les expériences que vous avez eues précédemment? Est-ce que vous connaissez bien votre outil de production BIM, etc. etc. Chez BIMTech, on a une série d'une centaine de questions qu'on va poser à chacun des acteurs. On prévient à l'avance, on travaille, on dit voilà, on va se prendre une demi-heure ensemble. Vous répondez à nos questions. En fonction de leur réponse, il y a une notation qui est faite. Et on va pouvoir donner à l'interlocuteur et à la maîtrise d'ouvrage un indicateur pour dire voilà, le niveau d'ambition du projet, aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est attendu, qui est à peu près en niveau 2B, ça veut dire collaboration en échange de maquettes numériques avancées. Vous êtes aujourd'hui plutôt en 1B, c'est-à-dire collaboration en BIM isolé. Vous avez encore peu d'expérience en collaboration à plusieurs sur une plateforme, et donc on va vous aider. On a vu vos points de faiblesse, on a vu vos points forts, et on va vous aider à faire en sorte d'atteindre les objectifs BIM du projet. Et comment est-ce qu'on le fait concrètement? Comment est-ce qu'on l'écrit? C'est le rôle de la convention BIM. Voilà, de mettre en place les moyens qui vont atteindre la cible des objectifs. Donc chacun a son petit rapport infographique, voilà, c'est ça exactement. Chaque acteur du projet a sa fiche d'identité maturité BIM avec un rapport de notation par thématique. Un outil de BIM management, ça, voilà. très clairement. Ouais. Voilà. Et qui est aussi à destination de la maîtrise d'ouvrage. Maître d'ouvrage, il va commander du BIM, mais il ne sait jamais vraiment ce qu'il commande. Ça coûte de l'argent, mais par contre, il ne voit jamais de maquette et il ne sait pas si on va y arriver. Nous, l'objectif, c'est qu'avant même de commencer le projet, on a déjà cartographié les compétences BIM et les points faibles qu'il pourrait y avoir dans le cadre de l'opération. Du coup, ensuite, on passe au comment du BIM. Du coup, pour nous, on croit que pour les projets en BIM, la base, c'est les documents BIM. Et en l'occurrence, la convention BIM et les BIM Execution Plan. Dans la convention BIM, on va décrire les généralités du projet, on va dire qui va intervenir dans les projets, qui fait quoi, en quel moment, comment on va organiser les modèles numériques, quels sont les types de livrables que la maîtrise d'ouvrage va exiger, comment on va collaborer. Dans les BIM Execution Plan, on rentre plus dans la maquette, dans les modèles. On essaie de structurer la maquette d'une façon organisée. On planifie les codifications qui vont être utilisées dans les nommages des maquettes, les nommages des niveaux, les nommages des objets, etc. Et aussi, quels sont les paramètres et demander à chaque phase. Quels paramètres on va utiliser dans la phase de conception, quels paramètres on va utiliser dans la phase d'exécution et après. Du coup, c'est là où on va décrire toutes les procédures, mais aussi ce qu'on demande dans la maquette. Du coup, dans la convention BIM, quelque chose qui est très important pour nous, c'est les protocoles de collaboration. Comment on va collaborer, comment on va faire pour échanger les maquettes et dans quel type de format. Du coup, on utilise normalement le OpenBIM, les formats IFC, pour échanger entre tous, parce qu'on trouve pas mal d'intervenants qui travaillent sur différents logiciels. Du coup, l'interopérabilité, on l'avait déjà dit, c'est très important. Du coup, on décrit clairement comment on va échanger, comment on va auditer les modèles. Et aussi, les intervenants s'engagent à respecter des dates de rendu, des dates d'analyse. Et ça, c'est très important parce que normalement, les architectes, les bureaux d'études ne sont pas habitués à respecter ces genres des règles. Et on s'est rendu compte que c'est important de le faire depuis le début, que ça soit clair et que ça soit signé pour tout le monde. Voilà, et comme tu disais, une convention BIM, elle doit être, alors de notre point de vue, elle doit être contractuelle. Les intervenants s'engagent à respecter les éléments de la convention BIM qu'on rédige ensemble. Donc, si à un moment quelqu'un n'est pas d'accord, on le dit, mais avant de la signer, comme ça après tout le monde se met d'accord et on parle là-dessus. Et donc, dans la convention BIM, qui est contractuelle et donc opposable, il y a des éléments de jalons de dépôt, des fréquences d'échange toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On vient faire intervenir un point qui est important, qui est de dire pour qu'un bureau d'études fluide ou structure mette à jour sa maquette sur la base de la maquette architecture, et avant le rendu définitif, c'est important que l'architecte dépose sa maquette 1 semaine avant celle des fluides. Sinon, les fluides n'ont pas le temps de prendre en compte les dernières modifications. Ça paraît évident, mais on ne le fait jamais. Et c'est important de remettre de la rigueur dans l'organisation de projet. C'est un des atouts du BIM, c'est de remettre de la rigueur et une organisation qui est pilotée par le BIM manager. Alors, on a vu comment on mettait en place la stratégie BIM du projet avec le maître d'ouvrage, comment est-ce qu'on auditait la maturité des acteurs, comment est-ce qu'on mettait en place les règles du jeu à travers les conventions.
Une fois que tout le monde sait ce qu'il a à faire et pour quand, eh ben, le BIM manager va pouvoir analyser, auditer les maquettes. Alors nous, ce qu'on a fait sur l'opération ici sur Notre-Dame-de-Mont, à chaque dépôt, donc une fois par mois, des dépôts intermédiaires, on va aller analyser 3 facteurs de maquettes, les modèles BIM dans leur ensemble, premier type d'analyse, deuxième analyse, l'aspect 3D, et dernière analyse, les datas. Donc on regarde le géoréférencement, le nommage de fichiers, etc., etc. Donc ça c'est le premier point. On voit qu'il y a des évolutions et un suivi qui est fait d'une phase à une autre. On va aller auditer la cohérence géométrique des maquettes, l'architecte d'un côté, le bureau d'études de fluide de l'autre, et puis les maquettes assemblées ensemble. On regarde si les éléments sont bien dessinés et sont correctement remontés dans les maquettes. Par exemple, ça va permettre de contrôler les quantitatifs. S'il y a des conflits entre 2 murs qui se rejoignent ou qui sont présents sur un même niveau, les quantitatifs vont être faussés. Donc ça, on va le vérifier. Et puis, on a un suivi des remarques d'une phase à une autre pour voir si les choses sont bien prises en compte. Pareil sur les datas, classe IFC, nommage d'objets, etc. On va apporter de l'aide à la maîtrise d'œuvre pour monter en qualité les livrables d'une phase à une autre et de faire en sorte qu'à la fin de la conception, en l'occurrence sur Notre-Dame-de-Mont à la fin de la phase pro, on ait une maquette qui soit tout à fait qualitative en vue du passage des marchés et de la consultation. Pareil pour l'analyse des modèles sur la coordination tout corps d'État. Donc là, on va mettre en valeur des revues de clash. J'insiste sur un point, le BIM manager, il n'est pas réputé constructeur. Il pourrait l'être dans certains cas. Nous, on fait le choix de dire qu'on n'a pas de rôle de conception. Par contre, on va apporter les outils pour aider à une bonne collaboration et à une bonne coordination des études. Voilà, donc on va animer les revues de maquettes, être présent ponctuellement à certaines revues de conception pour apporter l'outil au milieu des échanges. Mais ce n'est pas nous qui allons trouver la solution pour résoudre les problématiques. Quelques mots, Marco, sur le SI projet. Du coup, et ensuite, je vous ai déjà dit, la partie collaboration, c'est très important. Et sur ce projet, en l'occurrence, on a utilisé une plateforme collaborative gratuite et élaborée par l'État qui s'appelle Croquis, dans lesquels on peut partager, collaborer et tous les documents et 2D, 3D et du projet. Et tous les intervenants y ont accès. Et pour nous, cette solution gratuite pour la taille du projet, ça a très bien marché. Après, il y a d'autres solutions pour des projets un peu plus complexes. Oui, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en préparant cette intervention, on voulait vous montrer aussi que sur des projets de petite taille, avec des acteurs qui n'ont pas tous fait du BIM 10 fois, eh ben, le projet peut marcher, on peut mettre des objectifs ambitieux et on peut le faire en même temps avec des outils qui sont peu coûteux, voire gratuits. En l'occurrence, la plateforme, elle est gratuite, c'est Croquis, et l'outil de visionneuse IFC qu'on a choisi, c'est Solibri Anywhere, pour ne pas le citer, et qui non plus n'apporte pas de source de coût. Et Croquis contient des maquettes pour expérimenter, non, ou c'est juste un outil de travail directement, où il y a aussi des maquettes pour se faire la main aussi, je pense, non? Il n'y a pas ça sur cette plateforme? Il y a des outils un peu en phase bêta, des visualisations. Pour tester un peu, exactement, pour se faire la main. Je pense que ça va se développer un peu mieux cette année. Alors, si tu veux bien, on peut passer à la partie purement sur qu'est-ce qu'on en retire sur les points positifs. Oui, merci. Comme ça, on aura un peu de temps pour les questions-réponses. Merci. Du coup, sur ce projet, les points positifs ou les points qui nous ont permis d'atteindre les objectifs de la maîtrise d'ouvrage, déjà, c'était l'accompagnement en amont. On s'est posé la question et tout à l'heure si c'était une bonne idée de commencer à penser le BIM en amont, depuis la phase de conception. Je crois que oui, parce qu'on a pu définir les objectifs et les stratégies BIM depuis le début. Et après, déployer les moyens nécessaires pour que ça marche. Deuxième point, et c'était du coup l'audit des niveaux de maturité des acteurs depuis le début, parce que comme ça, on a pu adapter les documents BIM, mais aussi et les efforts d'accompagnement aux différents acteurs. Et au début, on a eu des intervenants avec des niveaux assez faibles et on voit qu'ils sont montés en compétences et maintenant, ils ont produit des maquettes très qualitatives. Et du coup, troisième point, c'est le BIM management, accompagner les intervenants et contrôler.
et ne pas le laisser tout seul, mais après, voilà, faire des recommandations et, après chaque analyse des livrables. Finalement, le résultat, on a atteint les objectifs BIM du client. Tout le monde, tous les intervenants ont monté en compétences, notamment les équipes des maîtrises d'œuvre. Et actuellement, on a des modèles BIM exploitables pour la phase conception et pour les 2CE. Ça sera pour les chiffrages de la consultation, ces modèles seront utilisés. Difficulté, pas encore. Encore des points positifs, parfait. Oui, alors on en a parlé. C'est que l'idée, c'est que c'est une première expérience qui a porté ses fruits. ICAD, Pays de la Loire, souhaite continuer la démarche sur ces autres projets. Et la réflexion de l'utilisation de la maquette numérique, en fait, quand j'ai appelé le responsable d'Imhotep, donc l'agence d'architecture, pour préparer cette intervention, sachant qu'il ne pouvait pas être présent non plus, il m'a dit, mais nous, l'intérêt, alors déjà, on a vu l'intérêt en conception, mais on veut surtout pas perdre toute l'énergie qu'on a mis dans la maquette, et on veut l'utiliser aussi en chantier, même si le maître d'ouvrage ne nous le demande pas. On voudra aller l'utiliser pendant les réunions de chantier, et aller à tirer profit de cette maquette qui est aujourd'hui assez complète et assez juste par rapport à l'avancement du projet. Quelques points d'apprentissage, c'est pas des points négatifs, mais c'est des points où on se dit voilà, on va aller plus loin la prochaine fois. Premier point, par rapport à l'aspect contractuel. Le BIM est arrivé après avoir contractualisé les prestations avec les acteurs de la maîtrise d'œuvre. Du coup, à certains moments, il y a eu des points de blocage entre ce qu'on demandait dans la convention BIM et ce qui était prévu dans leur marché. Alors, je rejoins un commentaire tout à l'heure. Il faut faire preuve de bon sens. Il y a des éléments, le BIM ne doit pas être une méthode bloquante. Au contraire, ça facilite la collaboration de projet et la conception. Et donc, du coup, voilà, quand il y a des points bloquants, si c'est vu dans le contrat en amont, c'est mieux. Et si c'est pas vu, eh ben, on trouve des solutions pour résoudre ça à l'amiable. On doit aider la maîtrise d'œuvre à changer le rythme du projet. On a parlé, travailler, résoudre des questions plus en amont, etc. On le travaille aussi dans la convention. Et puis enfin, une des remarques qu'on a eues avec les maîtrises d'ouvrage, c'est de se dire, oui, on a eu la maquette à plusieurs étapes. Les audits permettent d'aller toucher du doigt des éléments de coordination et autres. Mais il faut qu'on aille plus loin dans le développement des nouveaux usages pour la maîtrise d'ouvrage, dans le pilotage de la technique, dans l'analyse du programme, etc. On a eu des éléments positifs, mais il faut aller davantage dans cette direction. Pour les usages de promotion, de communication, de commercialisation, etc. Ouais. Donc ça rejoint ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, des usages et des applications étendus à ce qu'on en fait et à ce pourquoi il a été demandé au démarrage. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, à vous de jouer. Question. Zied Jouida, voilà. Merci. Alors, en fait, le métier BIM Manager, c'est des métiers émergents qu'aujourd'hui, on a du mal, nous, d'ailleurs, à analyser quand on a des réponses en appel d'offres. Moi, je me pose plus la question, alors ça c'est autre chose, mais plus sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la maquette, notamment la RC décennale. Comment, en fait, après, on répartit un petit peu les responsabilités? Quel est le rôle du manager BIM dans cette prise de risque, en tout cas, par rapport à la maîtrise d'œuvre? Alors, très bonne question. Il y a un peu de littérature qui existe aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, et du coup le maître d'ouvrage n'est pas seul dans ces questions-là contractuelles et juridiques. Il y a un travail qui a été fait par la MAF, l'assureur des architectes, qui est très bien fait sur le rôle du BIM manager, ses responsabilités, les risques qui sont inhérents. Et puis après, il y a une notion de stratégie. C'est moi, donneur d'ordre, est-ce que je souhaite confier la mission de BIM management au maître d'œuvre lui-même dans le cadre de ses missions? Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Nous, notre positionnement chez BIMTech, c'est de dire on veut être indépendant des acteurs, que ce soit entreprise ou maîtrise d'œuvre, et donc on ne met pas le doigt dans la conception. On a un rôle indépendant et autonome là-dessus. On peut faire du BIM management sans faire de conception, ça c'est évident, mais il y a des règles à s'imposer, et ça, il faut le travailler en amont, et la convention BIM est aussi là pour mettre ces limites-là. Éric Le Breton. Laurent, pardon. Pierre, parce que tout le monde s'appelle Pierre. Pierre, ouais. Allez, on va tous s'appeler Pierre. Voilà. Donc, j'ai une question sur qui voit l'ensemble de la maquette s'assembler. Est-ce que tout le monde la voit? C'est-à-dire au fur et à mesure que les intégrations se font, toute la maîtrise d'œuvre voit aussi les éléments de chacun? À tout moment, chacun accède à la maquette intégrée? Oui, effectivement, en fait. Et il y a des dates où tous les intervenants doivent déposer dans la plateforme collaborative leur modèle.
Pourquoi? L'idée, c'est d'avoir les dernières versions pour pouvoir travailler et concevoir en tenant en compte les modèles de tout le monde. Du coup, oui, tous les intervenants ont travaillé avec des logiciels BIM, adaptés BIM. Du coup, ils peuvent importer les modèles et collaborer et travailler en tenant en compte les modèles. Du coup, tout l'ensemble de l'équipe des maîtrises d'œuvre et ils prennent en compte les modèles. Oui. Pierre. Ça devient facile, hein, ce métier. Alors, je vais rebondir sur le point nécessité d'évolution des workflows de production. Tu as parlé de faire évoluer la temporalité dans les échanges de maquettes, dans la maîtrise d'œuvre. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Je vais être un peu poil gratté, mais c'est aussi le but des retours d'expérience. Les bureaux d'études souvent disent moi je commence pas la conception tant que la conception architecturale n'est pas figée. Grand classique, ils ont raison sur certains points. Et en même temps, il faut aussi se forcer à faire des échanges le plus en amont possible pour déverrouiller les gros sujets, vérifier les grandes circulations, les guides techniques, etc. Donc en fait, l'objectif, il est de se dire, certes, moi je sors un peu de ma zone de confort, mais je vais apporter quelque chose de supplémentaire par les datas que je propose dans les maquettes que je conçois, etc. Parce que l'autre aussi va m'apporter davantage que ce qu'il y avait dans un mode sans BIM. En fait, c'est bien ça, c'est ça l'idée, c'est que on fait évoluer le mode de conception du projet parce qu'on fait bouger les temporalités, parce qu'on doit concevoir plus de choses en amont, se poser plus de questions, mais tu le disais très bien tout à l'heure. Et du coup, il faut se faire un peu violence de temps en temps, et c'est ça qu'on questionne par les méthodes BIM. Autre question. Je parle dans les deux. Autre question, pardon. Oui, Pierre? Non, mais non, vous faites exprès. Hein. C'est un sketch, c'est une caméra cachée, c'est pas possible. Pierre. Donc oui, donc là vous avez parlé de BIM management en phase conception. Et comment vous voyez votre métier en exécution? Alors, oui, ça c'est un retour d'expérience sur un projet dont le BIM était pour la conception. D'ailleurs, soit dit en passant, le maître d'ouvrage ne souhaite pas prolonger le BIM en chantier, se disant que sur les projets de logement, il ne voit pas d'intérêt, il ne voit pas de ROI à l'utilisation du BIM en chantier. Juste avant de répondre à votre question, moi quand je conseille un client dans le BIM, je lui dis si vous faites du BIM, faites-le pour des bonnes raisons. Il ne faut pas mettre en place le BIM en conception si on sait que les seuls gains sont en exploitation maintenance. Donc du coup là on est sûr de se planter parce qu'on va s'essouffler avant d'arriver au bout. Et je considère que si on met en place le BIM pour la conception ou pour le chantier, sur la phase de conception ou sur la phase de chantier, il faut qu'il y ait des gains sur la phase en question. Et clairement on peut aller les chercher si on les met en place de la bonne manière. Après sur le chantier, donc nous on a l'opportunité d'aller travailler en BIM sur des phases chantier. On le fait aussi sur des phases de programmation en BIM et on le fait aussi en exploitation maintenance. Donc on voit un peu l'ensemble du cycle de vie. Sur le chantier, on a plusieurs autres problématiques qui ne sont pas seulement celles de la conception, on fait intervenir les entreprises, etc. Le vrai intérêt du BIM en chantier, il est sur d'autres usages que ceux qu'on a vus tout à l'heure. C'est pas tant la conception, c'est plutôt dans la mise en œuvre sur le site, préfabrication hors site notamment, on en a parlé avec le projet précédent. Il est dans la constitution du DO numérique, savoir ce qu'on voudra en faire aussi par la suite. Et du coup, la convention BIM, il y a un rôle qui est un peu différent entre le BIM management de maîtrise d'ouvrage que nous on porte et le BIM management des entreprises qui sont aussi un management de projet BIM qui est assez fort. Donc il y a un équilibre à trouver, il va y avoir la cellule de synthèse aussi qui peut s'emparer parfois de cette mission de BIM manager. Et du coup, la question auquel il faut répondre en BIM chantier, c'est quels sont les usages autour de la maquette numérique et comment on fait pour servir l'objectif principal du chantier qui est de construire le bâtiment en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous en reparlerez après, hein, s'il vous plaît. Non, mais si vous pouvez. Vraiment, il faut qu'on avance. Toute dernière question éventuellement. Sinon, je vous propose à nouveau de remercier Thibaut Bourdelle et Marco Montano. Merci beaucoup.